Bene. Buongiorno a tutti. Voglio ringraziare il Presidente Macron per la sua visita di ieri e oggi a Roma. Questo trattato di cooperazione rafforzata che abbiamo firmato stamattina segna un momento storico nelle relazioni tra i nostri due paesi. Francia e Italia consolidano ulteriormente la loro vicinanza, i loro legami diplomatici, commerciali, politici, culturali. Da oggi siamo ancora più vicini. Questo trattato è il risultato di un lungo e intenso negoziato. Devo rivolgere prima di tutto un profondo ringraziamento ai diplomatici italiani e francesi che hanno fatto questo splendido lavoro. E poi alle personalità politiche e istituzionali che hanno promosso questo accordo, primo fra tutti il Presidente della Repubblica, Mattarella, che voglio ringraziare. Noi, Italia e Francia, condividiamo molto più dei confini, la nostra storia, la nostra arte, le nostre economie, le nostre società si intrecciano da tempo. Le istituzioni che abbiamo l'onore di rappresentare si poggiano sugli stessi valori repubblicani, sul rispetto dei diritti umani e civili, sull'europeismo. Tra i nostri padri politici ci sono Jean Monnet, c'è Robert Schuman, c'è Altiero Spinelli, c'è Alcide De Gasperi. Da Stendhal a Umberto Eco, da Mastroianni a Belmondo, a Claudia Cardinale, siamo pieni di ricordi e riferimenti comuni. Ogni giorno questi rapporti si arricchiscono di nuove esperienze di formazione, di lavoro, di vita. Penso ai molti giovani studenti e ricercatori che partono per trascorrere un periodo, breve o lungo, nei nostri rispettivi paesi. E vorrei oggi anche ricordare in particolare Valeria Solesin, uccisa insieme a tanti cittadini francesi e di altre nazionalità nel vile attentato di Parigi di cui è caduto da poco il 6° anniversario. Come abbiamo detto anche ieri e come abbiamo discusso con il Presidente Macron e con i nostri ministri negli incontri, in questi mesi i rapporti tra i nostri paesi si sono ulteriormente intensificati. Mi riferisco all'impegno comune contro il terrorismo, passato e presente, che ha portato all'avvio delle procedure giudiziarie nei confronti di alcuni responsabili di gravissimi crimini, per cui ringrazio ancora il Presidente Macron. O a favore della stabilità in Libia, grazie anche alla conferenza internazionale di Parigi di questo mese, che Italia e Francia hanno presieduto insieme alla Germania, alla Libia e alle Nazioni Unite. Siamo alleati nelle grandi sfide mondiali, dalla gestione della pandemia alla lotta al cambiamento climatico. Voglio ringraziare il Presidente Macron anche per l'appoggio che ha dato all'Italia durante lo svolgimento del G20. La Francia può contare sul pieno sostegno dell'Italia nell'imminente semestre di presidenza dell'Unione Europea. Il trattato nasce proprio dalla consapevolezza della profondità dei nostri legami. Rafforziamo la cooperazione tra i nostri due Stati, creiamo strumenti istituzionali per renderla più strutturale, valorizziamo al meglio le attività dei nostri cittadini e l'attività delle nostre imprese. Interveniamo nei settori cruciali per i nostri paesi, dalla sicurezza alla giustizia, dalla ricerca all'industria.
Proprio mentre stamattina firmavamo il trattato, si è concluso un accordo di cooperazione sullo spazio, in tema di spazio, tra l'Italia e la Francia. Anche quello è stato il frutto di un negoziato intenso che ha portato anche a questo risultato di successo. Abbiamo poi una serie di iniziative concrete, tra le quali voglio citarne solo alcune. Con questo trattato noi abbiamo una serie di iniziative concrete. Istituiamo un servizio civile italo-francese e creiamo un'unità operativa condivisa a sostegno delle forze dell'ordine. Per promuovere le relazioni tra regioni di confine prevediamo un comitato di cooperazione transfrontaliera. In ambito migratorio riconosciamo la necessità di una politica di gestione dei flussi e d'asilo condivisa dall'Unione Europea, basata sui principi di responsabilità e solidarietà. Ci impegniamo a tutelare i nostri sistemi agricoli. Anche su questo abbiamo raggiunto una posizione comune. È un tema di estrema importanza per i nostri due Paesi. E questo comune sostegno è motivato dal fatto che dobbiamo riconoscere le nostre unicità in campo agricolo, in campo alimentare. Diamo il via a nuove forme di cooperazione in ambito energetico e tecnologico, nella ricerca e nell'innovazione. Come dicevo prima, è di oggi la firma del Trattato di cooperazione sullo spazio. Stabiliamo poi un meccanismo per cui almeno una volta ogni trimestre un ministro italiano parteciperà a un Consiglio dei Ministri del governo francese e viceversa. Il senso più profondo di questo trattato è che la nostra sovranità, intesa come la nostra capacità di indirizzare il futuro come vogliamo noi, può rafforzarsi solo attraverso una gestione condivisa delle sfide comuni. Oltre a consolidare le nostre relazioni bilaterali, l'accordo vuole infatti favorire e accelerare il processo di integrazione europea. Penso al rilancio degli investimenti, soprattutto in ambiti strategici e innovativi, come i semiconduttori, alla transizione digitale ed energetica, alla costituzione di una vera difesa europea. Dobbiamo dotare l'Unione Europea di strumenti che siano compatibili con le nostre ambizioni e con le aspettative dei nostri cittadini. Il trattato che abbiamo firmato oggi segna l'inizio di questo percorso. Grazie. Grazie. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil, cher Mario Draghi. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, c'est pour nous un grand plaisir d'être à Rome aujourd'hui pour la signature de ce traité historique entre nos deux pays, qui scelle en effet une amitié profonde qui nous unit, et vous venez, Monsieur le Président du Conseil, d'en rappeler les traits saillants. Je veux ici remercier celles et ceux qui ont permis, au fond, ce processus. D'abord, celui ou celle d'entre vous qui, dès septembre 2017 à Lyon, lorsque nous étions dans un sommet franco-italien, m'a interpellé pour savoir pourquoi la France était moins proche de l'Italie, parce qu'il n'y avait pas l'équivalent du traité de l'Élysée. Et ça semblait être une question qui documentait une distance entre l'Italie et la France, à laquelle, à l'époque, bravache, j'ai répondu « Nous n'avons qu'à faire un traité du Quirinal ». Puis cette idée fut reprise dès janvier 2018 à Rome par Paolo Gentiloni, et je veux ici lui rendre hommage, car il a, à ce moment-là, largement contribué à lancer les travaux. Nous avons ensuite constitué un comité des sages, et je veux remercier toutes celles et ceux qui, des deux côtés des Alpes, ont œuvré durant toutes ces années
pour avancer sur ce chemin et, je dirais, par beau temps comme à travers les orages, pour continuer à faire cheminer ce processus. Et je veux, dans ce cheminement, remercier également nos parlementaires, nos présidents de groupes d'amitié, qui ont aussi œuvré à ce que la relation se poursuive. Et évidemment, vous l'avez fait, le président Mattarella, aux côtés duquel nous étions à l'instant, qui a joué un rôle essentiel durant cette période et qui a veillé, j'ai tâché d'y contribuer pour ce qui dépendait de nous, mais au bon cheminement de ces travaux. Et nous y voilà. Nous y voilà, et au fond, c'était presque une anomalie de ne pas avoir ce traité du Quirinal. Parce que, comme vous l'avez rappelé, tant de choses nous unissent, nos histoires, nos cultures, nos artistes, et merci d'avoir scandé une partie du panthéon artistique, cinématographique, littéraire français. Pour beaucoup de Français, ils vont découvrir que ces femmes et ces hommes étaient italiens. Tant l'évidence les avait fait nôtres. Mais cela dit tant et tant de notre intimité, celle de nos arts, et je n'oublie pas que dans les périodes les plus difficiles, c'est sous les auspices de Léonard de Vinci que le président Mattarella est revenu en France. Et nous voilà ici dans cette Villa Madama qui est elle aussi portée par ces mêmes artistes qui ont travaillé là aussi dans nos deux pays. Pays fondateur de l'Union, premier signataire des traités, nous sommes dans cette ville qui représente tant pour le destin de l'Europe. Nous partageons cette vision d'une Europe plus intégrée, plus démocratique, plus protectrice, plus souveraine. La France et l'Italie ont tout à faire ensemble. Et nous l'avons fait dans cette période récente encore, en nous battant ensemble contre le virus, tout au long de la pandémie, en relançant une politique budgétaire adaptée, en nous battant pour obtenir des vaccins, en nous battant ensemble pour la Libye, vous l'avez rappelé à l'instant, Président, et au fond, en témoignant de toutes ces convergences lors du sommet du G20 que vous avez présidé et qui fut la démonstration parfaite de notre convergence de vues et de valeurs. Cette communauté de talents, de destin, d'histoire, de culture fut toujours profondément au cœur de l'histoire européenne, mais c'est aussi une communauté humaine. Nous sommes l'un et l'autre des pays si contributeurs à nos commerces et nos industries. Nous sommes le deuxième partenaire commercial l'un pour l'autre. Nos communautés expatriées comptent plusieurs dizaines de milliers de personnes dans chacun de nos pays. Nous partageons zones frontalières particulièrement riches en échanges. Nos jeunesses sont liées. Les 70 lycées français proposent chaque année de passer le baccalauréat italien. 319 lycées en Italie préparent des élèves au baccalauréat français. Et de la Villa Médicis à l'École française de Rome, à nos instituts culturels et nos alliances, cette amitié vient de loin et profonde et unit ces relations. Et au fond, ce traité vient consacrer un nouveau chapitre et va permettre de bâtir sur ces bases solides que vous avez rappelées, que je viens d'évoquer, cette maison franco-italienne dans laquelle nous-mêmes, nos ministres, nos entreprises, nos intellectuels, nos diplomates et nos successeurs pourront se parler librement. Ce nouveau chapitre historique que nous ouvrons dans nos relations va permettre de créer un réflexe franco-italien entre nos peuples, nos économies, nos territoires, et d'inscrire résolument nos coopérations dans la perspective de notre ambition commune pour le projet européen. Plus encore, en créant une série de cadres de coopération étroits, de formes nouvelles d'interaction de coopération, nous allons mettre nos affinités au service du projet européen de manière plus résolue encore. Et nous allons construire un cadre plus sûr, plus résistant, renforçant l'intimité qui est déjà la nôtre. Les participations communes au Conseil des ministres, que vous avez rappelé, un Conseil franco-italien de défense et de sécurité, permettant d'articuler nos vues communes, un programme d'appui conjoint à l'innovation technologique et à nos start-up, etc., etc.
Nous allons ainsi ancrer d'abord une vision géopolitique commune. Et ce traité, comme nos échanges depuis tant de mois, ont permis de le faire. Nous partageons sur le projet européen comme sur les grandes questions du monde une même vision. Nous allons ainsi pouvoir continuer d'œuvrer pour une défense européenne plus forte, contribuant à l'OTAN, et pour une action commune pour résoudre les principaux conflits, en particulier la situation libyenne. Nous avons aussi acté une série de coopérations renforcées en termes de lutte contre les migrations illégales et clandestines pour démanteler ces réseaux et en particulier mieux protéger les frontières extérieures de l'Europe ensemble par ces programmes de coopération. Sur le volet économique et industriel, tandis que nos ministres se réuniront plus régulièrement pour faire le point sur les initiatives visant à tirer le meilleur parti de nos forces et complémentarités, nous avons acté aussi une vocation commune à travers les grands projets d'intérêt européen commun, qu'il s'agisse de l'hydrogène, du cloud ou du spatial. Et nous actons ce matin un accord important sur le spatial qui vient donner une nouvelle impulsion à cette industrie si importante pour nos activités aussi bien civiles que militaires, et de la clarification dans le domaine des lanceurs jusqu'aux nouveaux projets. C'est une page là aussi importante de notre coopération spatiale que nous écrivons. Vous avez rappelé à raison également ce que nous actons ensemble sur notre agriculture. Je veux ici dire combien d'ailleurs nous avons une action commune en la matière et la même vision des choses. Nous avons une agriculture forte, un modèle d'agriculture pluriel avec des exploitations familiales, des appellations d'origine contrôlée, des appellations protégées et la volonté de défendre ce modèle pluriel, parfois menacé par les meilleures intentions du monde, et nous œuvrerons ensemble aussi pour qu'il n'y ait aucune déstabilisation en la matière et que nous défendions ce modèle agricole. Vous diriez ici italien, on dirait chez nous français, au fond franco-italien, profondément européen, qui n'est pas celui d'une standardisation. De la même manière, sur les sujets commerciaux, nous avons acté aussi d'une volonté commune de continuer à avoir une Europe conquérante, ouverte, plus souveraine, mais cohérente aussi en matière de politique commerciale, prenant en compte son exigence climatique et le respect des accords de Paris chez ses partenaires. Sur le plan de nos coopérations transfrontalières, ce traité permet de façon solennelle de reconnaître la frontière entre nos deux pays comme lieu d'intérêt partagé qui doit faire l'objet d'une attention commune particulière, avec des enjeux multiples de santé, d'infrastructure, de protection de l'environnement, de migration. Et la coopération, je dois dire, est d'ores et déjà exemplaire, elle le sera plus encore grâce à ce traité. Et puis enfin, ce traité véritablement permet de nous projeter vers l'avenir et offre à nos jeunesses des perspectives nouvelles. La création d'un service civique commun franco-italien, nous avons lancé avec le président Mattarella dès juillet dernier. Ce sont 150 jeunes qui pourront effectuer bientôt un volontariat croisé entre la France et l'Italie en 2022. Un campus des métiers franco-italiens, permettant d'appuyer la mobilité des élèves, des étudiants, des apprentis, et des projets aussi pour nos jeunes artistes, en particulier ce grand tour, qui permettra des résidences d'artistes croisées, un projet franco-italien, mais à vocation européenne, où nous intégrerons progressivement les artistes de tous les pays européens qui souhaiteront s'y joindre, étant à cet égard fidèles à cette histoire qui nous lie. Je pourrais citer encore beaucoup de choses qu'il y a dans ce traité, mais je ne serai pas plus long et le président Draghi a aussi apporté son éclairage. Nous disions en arrivant ici l'émotion qui était la nôtre tout à l'heure devant à la fois cette signature et puis en voyant nos couleurs se mêler dans le ciel et s'effacer ensemble, presque indistinctes. Et au fond, la signature de ce traité, comme tout le travail que nous avons fait, montre que même quand on a l'impression que tout nous lie, qu'on se connaît si bien, qu'on pourrait perdre les habitudes, c'est là que les malentendus renaissent, et nous l'avons connu aussi dans la période récente. C'est là que les tensions reviennent. Nous avons vécu des moments difficiles. Et de part et d'autre, nous avons parfois des forces politiques, des expressions publiques de certains qui voudraient tellement que les choses se passent mal entre nous, considérant que aimer l'Italie, c'est désigner la France comme l'ennemi ou la menace, et réciproquement.
Nous croyons le contraire. Mais nous croyons que cette amitié qui vient de si loin, si elle a la force d'une évidence, oblige en quelque sorte à une discipline de l'amitié, celle de se parler souvent et d'agir beaucoup ensemble. Quand Montaigne, après avoir écrit les Essais, est venu voyager chez vous vers 1580, c'est à peu près ce qu'il disait. Et je veux finir, au fond, en appliquant à nous-mêmes cette belle formule connue entre Montaigne et la Boétie, définissant chez nous ce qu'est l'amitié, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ce traité du Quirinal, c'est un peu ça. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Nous ne pouvons le signer qu'entre nous, parce qu'il y a une forme d'évidence devenue indicible, mais que nous rendons, ce faisant, plus explicite pour la rendre plus forte encore. C'est cela l'amitié fraternelle qui nous lie. Merci pour cela, Président, et merci pour tout ce qu'il nous reste à faire. Grazie. Grazie. Prendiamo adesso alcune domande dalla stampa italiana e francese. Inizia la RAI, il TG1, Roberto Chinzari. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Con questo trattato che vediamo qui davanti si è creato e si è rafforzato un asse tra Italia e Francia, che insieme alla Germania sono il motore dell'Europa. Ecco, ma quali sono i primi obiettivi da chiedere, da ottenere in ambito di Unione Europea? Et la même question pour toute évidence, c'est aussi pour le Président Macron. Merci. I nostri obiettivi sono quelli dell'Unione Europea, sono la lotta al cambiamento climatico, sono la transizione ecologica fatta con giudizio e con rapidità, sono la transizione digitale, sono anche la ricerca di una sovranità europea e sono gli stessi obiettivi dell'Unione Europea. Quello che questo trattato permette a noi di fare è di dotare l'Unione Europea di strumenti che la rendano più forte. Grazie. Même chose, l'objectif que nous poursuivons, et je crois que le moment que nous vivons, où nous avons encore à lutter contre le virus, et on le voit bien, à accélérer la préparation de ces nouveaux défis qui sont les nôtres, le défi climatique, le défi numérique, le défi géopolitique, le défi migratoire, implique d'avoir en effet une Europe plus forte et plus souveraine. C'est-à-dire une Europe qui se met en situation de produire davantage, mais de produire de manière décarbonée, qui développe les nouvelles solutions technologiques et crée ses propres champions du numérique pour porter ses propres choix et ne pas dépendre d'autres acteurs et d'autres puissances, qui sait protéger son territoire, ses frontières et intervenir dans son voisinage, et même si elle a des alliés et des partenaires, c'est se défendre pour elle-même. Qu'il s'agisse des sujets industriels, climatiques, technologiques ou militaires, c'est construire davantage d'indépendance de manière cohérente avec les défis de demain. C'est cela ce que nous bâtissons en franco-italien et c'est cela ce que nous défendons au sein de l'Europe et ce qui sera d'ailleurs au cœur de la présidence française de l'Union européenne. Alison Tassin, TF1, LCI.
Messieurs les présidents, bonjour. Pour aller un peu plus loin que la question de mon collègue, effectivement, on est dans la période après Merkel et il se pose désormais la question des alliances. Est-ce que c'est ce que vous êtes venu chercher ici avec un nouveau partenariat avec l'Italie? Et est-ce que vous pourriez incarner ce nouveau leadership de l'après-Merkel? Et puis sur un autre dossier européen qui semble cette fois tourner à l'affrontement personnel avec la Grande-Bretagne sur les migrants, qu'est-ce que vous répondez à Boris Johnson qui vous propose publiquement un retour des clandestins qui traversent la Manche? Est-ce qu'après les mots, les réunions annulées par-ci par-là, est-ce que ce n'est pas le temps des actes contre la Grande-Bretagne? Merci. D'abord, Madame la chancelière Merkel est en responsabilité aujourd'hui. Je l'ai eu ce matin au téléphone pour parler des sujets de virus et des décisions coordonnées que nous prenons avec l'Italie, l'Allemagne, la Commission européenne sur justement la protection de nos territoires face aux nouveaux variants. Donc j'ai trop de respect et d'amitié pour vous suivre sur les formules que vous avez utilisées. Vous savez, en France, nous avons cette obsession de dire quand les choses deviennent compliquées avec l'Allemagne, tournons-nous vers l'Italie. Ça ne marche jamais. Et ce n'est pas ça la vraie amitié qu'il y a entre l'Italie et l'Allemagne. Elles sont complémentaires, elles sont différentes. Et c'est d'ailleurs l'Europe, et de la même manière que l'Italie a une amitié, une relation très particulière avec l'Allemagne. Et il ne faut pas chercher des voies de substitution. L'Union européenne est un projet politique non hégémonique. Non hégémonique. Et je le dis avec beaucoup de force et de conviction, c'est la condition même de sa possibilité. La chancelière Merkel n'a pas dominé l'Europe durant les 10 dernières années. Toutes les décisions que nous avons prises l'année dernière étaient plutôt des décisions qui n'étaient pas au cœur du projet allemand et qui n'étaient pas souhaitées par l'Allemagne. Mais elle a eu comme dirigeante de l'Allemagne le pragmatisme, l'intelligence de venir sur des positions qui n'étaient pas initialement les siennes et de construire des accords. C'est ça l'Europe. Donc moi je ne suis pas obsédé par les leaderships, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut proposer, avoir des idées, je crois que c'est ce que nous faisons depuis toujours. Je l'ai fait dès septembre 2017 avec la Sorbonne et nous continuons et nous continuerons. Et il faut ensuite construire des accords. Et il faut les construire à 27. À 27. Et donc, il ne faut pas chercher dans les amitiés que nous bâtissons de part et d'autre des Alpes, des substituts aux amitiés que nous consolidons de part et d'autre du Rhin. Ce serait, à mon avis, un mauvais raisonnement. Elles se complètent, se renforcent, et notre vocation, c'est de travailler ensemble. Ensuite, j'ai parlé des Alpes et du Rhin, vous m'invitez à parler de la Manche. Ce qui s'est passé ces derniers jours est trop grave, sur le plan humain, pour céder aux facilités. Vous savez, la France, depuis maintenant bien longtemps, prend ses responsabilités en matière migratoire. Je rappelle qu'il y avait la question de Sangatte, avant que le président Sarkozy ne négocie et ne signe les accords du Touquet, qui sont encore ceux qui prévalent aujourd'hui dans la relation bilatérale sur les questions migratoires. Si cette question était simple, elle aurait alors été réglée autrement. Elle ne l'est pas. Et la France est aujourd'hui, pour ces femmes et ces hommes qui quittent la misère ou la détresse dans leur pays et cherchent à rejoindre le territoire britannique, ce qu'on appelle un lieu de transit. Ils ne veulent pas rester en France. Ils veulent à tout prix traverser. Et donc la véritable réponse est dans une coopération sérieuse pour prévenir ces mouvements, pour démanteler ces réseaux de trafiquants et éviter que ces femmes et ces hommes n'arrivent sur notre sol, car c'est déjà trop tard quand ils sont là. J'ai discuté il y a 2 jours avec le Premier ministre Johnson, de manière sérieuse. Pour ma part, j'entends continuer à appliquer ce que je fais avec tous les pays et tous les dirigeants. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Donc les ministres vont travailler sérieusement pour régler une question sérieuse avec des gens sérieux. C'est pour cela que dès dimanche, le ministre Darmanin réunira ses homologues de l'Union européenne et la Commission pour travailler sur ce sujet. Et ensuite, nous verrons avec les Britanniques comment agir efficacement s'ils décident d'être sérieux.
Prendiamo ora una domanda da Anaïs Ginori, La Repubblica. Signor Presidente, Monsieur le Président, come questo accordo bilaterale può concretamente far avanzare l'Europa su due priorità, il patto di stabilità e la difesa comune? Sulla riforma del patto di stabilità siete fiduciosi che le regole possano essere riscritte entro il 2022 e che la ripresa continuerà e non ci sarà un rimbalzo della pandemia come sembra con il nuovo variante? E sulla difesa europea come può svilupparsi la difesa che voi volete costruire anche insieme nella minaccia di nuovi conflitti come in Ucraina? Grazie. Vorrei tornare un momento su una cosa che ho detto durante le parole introduttive. Cercare la sovranità europea significa voler disegnare il proprio futuro come lo vogliamo noi europei. Non ce lo vogliamo far disegnare da altri. Per far questo significa sovranità europea. Per essere sovrani occorre che l'Europa sappia proteggersi, sappia difendere i propri confini. Bisogna creare una vera difesa europea. Ora, questo trattato aiuta la costruzione di questa difesa europea, che naturalmente è complementare alla NATO, non è sostitutiva. Un'Europa più forte fa la NATO più forte. Questo è uno dei primi però fondamentali passi verso cui è diretto questo trattato. Come il presidente Macron diceva prima, dobbiamo imparare la disciplina dell'amicizia. In questo campo è particolarmente importante consultarsi e, quando possibile, agire insieme. Per quanto riguarda le regole di bilancio, ho detto più volte che le regole che erano in vigore fino a prima della pandemia già allora non erano sufficienti, avevano dimostrato la loro insufficienza durante tutto il periodo da quando è cominciata la crisi finanziaria. Erano regole procicliche che per certi aspetti aggravavano il problema invece di aiutare i paesi a risolverlo. Quindi una loro revisione era necessaria. Oggi questa revisione è inevitabile, non solo per gli altissimi costi che la pandemia ha prodotto, costi di bilancio, costi sociali e soprattutto il messaggio che senza un forte sostegno dello Stato non saremmo passati attraverso la pandemia, non ce l'avremmo fatta. Ma anche in futuro l'Unione Europea si propone obiettivi di lotta al cambiamento climatico, di transizione ecologica, di transizione digitale, di nuove tecnologie, di investimenti giganteschi nei semiconduttori. Quindi le nuove regole devono riflettere un passato che bisogna correggere e un futuro che bisogna disegnare. Tutto questo va fatto con l'Unione Europea, ma è importante che i Paesi si dotino di strumenti che li rendano più forti in questa discussione che la Commissione ha appena avviato. Ed è in questo modo che Italia e Francia pensano di procedere. Grazie. Dernière question de Anne Bourse, France Télévisions. Président, vous avez rendez-vous à 11h avec le pape. Hier, vous avez déclaré que vous êtes là pour éviter la montée des nationalismes, notamment en gardant, vous gérez les frontières, ce qui n'est pas la mission du pape, avez-vous ajouté. Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage écouter le pape qui prône une démarche d'accueil? Par ailleurs, c'est votre deuxième rencontre avec le pape. Jean Castex était là il y a quelques semaines. Tout cela à peine 5 mois de la présidentielle. Que venez-vous chercher? Sur la question des migrations, je crois que l'Italie comme la France prennent leur part. L'Italie comme pays de premier accueil et la France comme étant l'un des premiers pays européens
d'accueil de mouvements secondaires. Comme on dit, ces termes ne sont pas très jolis, mais c'est une réalité. Et donc nous accueillons, chaque jour, nous accueillons, nous hébergeons de manière inconditionnelle, je le rappelle. La France a décidé l'année dernière de son plus gros investissement en termes d'hébergement d'urgence pour une très large part, pour des femmes et des hommes qui fuyaient ou les changements climatiques, ou les périls politiques, ou la misère dans leur pays, plus de 2 milliards d'euros. Et donc nous faisons ce que nous avons à faire. Après, nous sommes des États souverains avec des citoyens, et donc il nous faut garder ce qui est l'accueil et la tradition d'accueil politique qui va avec les valeurs de l'Europe, en particulier ce qu'on appelle l'asile constitutionnel, protéger les combattantes et les combattants de la liberté, protéger les femmes et les hommes qui risquent dans leur pays compte tenu de leur combat et de ce qu'ils sont. Ça, pour moi, ça ne se discute pas, ça ne se remet pas en cause. Nous aurons toujours des migrations économiques, nous en avons dans nos pays. Et après, il est clair que des femmes et des hommes qui rentrent de manière irrégulière sur notre sol, nous devons pouvoir les prendre en charge, regarder de leur régularité et les ramener vers leur pays d'origine et prévenir ces mouvements. Parce que sinon, le modèle social européen n'est pas compatible avec cela dans un monde ouvert. Sinon, vous aurez de plus en plus de monde qui vient simplement parce que notre modèle est bien mieux disant que dans beaucoup de pays de l'Afrique, du Proche ou du Moyen-Orient. Et donc il faut avoir aussi cette lucidité qui va avec ce qu'est un État-nation, même ouvert, même porteur de valeurs, prendre sa juste part. Et donc oui, nous devons avoir des politiques de coopération avec les pays d'origine et de transit pour éviter ces mouvements subis et permettre d'offrir dans les pays d'origine des opportunités économiques et des destins en particulier à la jeunesse. Nous devons protéger nos frontières extérieures pour lutter contre les trafiquants de la misère que sont ces réseaux qui organisent ces mouvements clandestins. Nous devons accueillir et intégrer celles et ceux qui arrivent sur notre sol dans les règles et ont vocation à y rester. Et nous devons pouvoir reconduire vers leur pays d'origine celles et ceux qui n'ont pas vocation à y être. Je crois que c'est comme ça que les choses doivent se passer, avec humanisme, mais avec des règles. Parce que ce n'est pas vrai qu'on peut être humaniste sans règles. Et c'est d'ailleurs ce qui nourrit ensuite les nationalismes, et c'est ce qui nourrit le mauvais accueil, l'impossibilité de faire. Je crois que nos pays, véritablement, Italie comme France, font tout ce qu'ils peuvent, et nous avons plutôt ensemble la volonté de mieux organiser justement la prévention de ces mouvements. Voilà, c'est cette discussion que j'ai déjà eue avec le pape François, mais qui est un homme extrêmement lucide d'ailleurs et vigilant sur les problèmes du monde, avec lequel nous avons toujours eu des échanges profonds sur ce sujet, parce que n'oublions jamais qu'il s'agit de la vie de femmes et d'hommes. Pour le reste, je pense que discuter avec le pape, venir échanger sur plusieurs dossiers internationaux est extrêmement important. Nous parlerons de la question du vaccin, sur lequel il est très engagé et à nos côtés, attentif à l'accès libre au vaccin pour les pays les plus pauvres, comme vous le savez, qui est une position que défend la France et que l'Europe porte, que nous avons lancé dès le printemps 2020 avec l'initiative ACTA. Nous parlerons des sujets climatiques, nous parlerons aussi du Liban et de quelques autres pays qui nous sont chers, où je crois que le rôle de la France, de l'Europe est important, mais où la voix du pape est aussi attendue. C'est tout ça que je vais venir discuter. Et je pense qu'il faut le faire à tout moment utile, et ce moment est utile. Et je dis tout cela, et puis il y a tout ce que je ne vous dis pas aussi. Merci beaucoup.